Les algues sargasses sont une catastrophe touristique et commerciale avec de graves conséquences sur la santé. Les aides de l'État ne permettent pas une lutte efficace et le président de la République déclare que ce n'est pas une catastrophe naturelle. Quelle solution préconisez-vous? Alors évidemment, le président de la République se réfère à la définition des catastrophes naturelles. Une catastrophe naturelle ne peut pas être récurrente, revenir régulièrement. Mais il s'agit bel et bien d'une catastrophe qui n'est pas du fait des Martiniquais ou des Guadeloupéens. Et c'est bien quelque chose qui relève de la nature, de l'environnement. Donc il faut inventer une catégorie juridique particulière. Le problème, c'est le problème du financement. Peu importe la catégorie juridico-administrative, il faut que l'État considère qu'il a une responsabilité importante. Et en tout cas, nous pouvons contribuer à l'effort. Mais c'est un effort qui dépasse nos possibilités. Donc moi, je considère que l'État doit faire, premièrement, un effort important en matière de ramassage. Il y a eu des promesses. On va voir si elles sont à la hauteur de l'enjeu. Puis deuxièmement, il y a la recherche. J'ai entendu aussi qu'il y a fait allusion. Mais il faut savoir qu'il y a des scientifiques qui ont trouvé des solutions qui me paraissent intéressantes. Il y a même des organismes privés qui sont prêts à faire de l'expérimentation appliquée. Et par conséquent, il faut que l'État utilise au maximum toutes les possibilités, qu'il permette ces expérimentations. Il ne faut pas simplement qu'il se replie sur les seuls organismes scientifiques qui relèvent de la responsabilité de l'État. Quelle analyse faites-vous de la politique fiscale du chef de l'État pour l'outre-mer? J'ai envie de vous dire qu'à travers la proposition qu'il a faite de supprimer l'abattement fiscal de 30%, qui peut paraître aller dans le sens de faire payer ceux qui ont plus de moyens, mais qui en réalité va pénaliser beaucoup plus que les 4% dont il a parlé, mais qui relève d'une philosophie que je sens, une philosophie appliquée dans tous les domaines. L'outre-mer doit financer les investissements de l'outre-mer. Alors ça, c'est très dangereux. Ça veut dire que nous sommes entièrement à part, si vraiment on maintient cette manière de penser. Et là, moi, j'avoue que je suis inquiet. Le fonds de 70 millions qui va être formé à partir de ce que l'État va économiser grâce à la suppression de cet abattement-là. Ce fonds-là, il est destiné, nous dit-on, à financer des investissements outre-mer. Mais quels investissements et où? Il est manifeste que l'on va privilégier ceux qui ont le plus de difficultés. En clair, je pense qu'une collectivité comme Mayotte va probablement consommer l'essentiel du fonds. Ce qui veut dire qu'il y aura un transfert de l'effort réalisé, par exemple en Martinique, vers une autre collectivité. Je ne veux pas de mal du tout à cette autre collectivité, mais je dis qu'il n'est pas normal que l'on prélève sur la Martinique pour financer ailleurs, outre-mer. Monsieur le retraité en médecine, Emmanuel Macron souhaite une concertation des CHU de Martinique et de Guadeloupe et explique qu'il faudrait arrêter la concurrence réciproque, changer de stratégie et se mutualiser. Qu'en pensez-vous? Bon, ça paraît toujours logique quand on dit il faut mutualiser, il faut développer des concertations. Ça, c'est un principe qui me paraît un bon principe. Maintenant, il faut faire attention, c'est toujours cette même idée que maintenant nous devons faire des efforts d'abord nous-mêmes. Et alors, je sens qu'il y a l'idée aussi du regroupement de la fameuse, l'idée de la fameuse grande région, dont on parlait beaucoup dans les années 60. Beaucoup de militants politiques dont j'étais étaient pour cette grande région. Pourquoi on ne l'a pas faite? Parce qu'en réalité, il y a des contraintes historiques, des contraintes géographiques, nous ne sommes pas tout près quand même. Et il y a des contraintes culturelles, il y a des aspirations différentes de chacun des peuples. Par conséquent, on ne peut pas décréter
depuis Paris, la mutualisation et surtout l'idée, d'une manière générale, de tout regrouper, de faire une sorte de grande région. Mais pour ne parler que du CHU, là, je suis dans un domaine où je m'y connais un peu. Et écoutez, moi, je veux bien qu'il y ait de la concertation entre les deux CHU de Martinique et de Guadeloupe, qu'ils essaient de se renforcer, qu'ils ne soient pas en concurrence. Mais attention, est-ce qu'on va mettre certains pôles de certaines disciplines en Martinique et puis d'autres en Guadeloupe, avec le risque que devant un malade qui a besoin d'une réflexion pluridisciplinaire, et c'est de plus en plus le cas, eh bien, nous n'ayons pas tous les spécialistes qu'il faut au chevet du malade en question. Il ne faut pas oublier que le malade, il ne relève pas toujours d'une spécialité. Donc, il serait très dangereux de faire une répartition comme ça, ou en tout cas, si on doit faire une répartition, il faut que ce soit les professionnels qui disent ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Et il ne faut surtout pas que ce soit une décision concoctée là aussi au niveau central par des administratifs. D'après vous, qu'en sera-t-il du cyclotron? Alors, le cyclotron, vous savez que c'est un dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je veux redire ce que j'ai eu l'occasion de dire, qu'il n'y a pas de concurrence entre le cyclotron de Guadeloupe et le cyclotron que nous sommes censés mettre en place en Martinique, parce que celui de la Guadeloupe est un cyclotron qui produit des éléments radioactifs qui sont destinés à mettre dans des appareils, vous savez, qu'on appelle des PET scans, qui servent à étudier un petit peu tout le corps humain dans la recherche de pathologies cancéreuses notamment. Donc le cyclotron de Guadeloupe, il va fournir des éléments radioactifs qu'on ne peut pas exporter. Donc il va servir essentiellement à la Guadeloupe. Le cyclotron sur lequel le corps médical martiniquais a voulu en quelque sorte porter tout l'effort et sur lequel il a cherché à convaincre l'État et la collectivité martiniquaise qu'il était possible d'en avoir un qui ne soit pas en concurrence avec la Guadeloupe, c'est un cyclotron qui pourra exporter des éléments radioactifs et dans la Caraïbe, c'est donc un cyclotron qui ne va pas simplement servir à notre bassin de population Martinique, mais pourra servir au-delà. Donc ça peut être un élément de coopération régionale, puisqu'on pourra exporter jusqu'à 2 heures d'avion. Par conséquent, un certain nombre de pays où il y a des PET scans pourront acheter ce produit radioactif. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est une petite usine atomique, un cyclotron. Alors vous me demandez où ça en est. Ben, je me suis beaucoup consacré à ce dossier et puis avec le fonctionnement que l'on connaît à la CTM, je n'ai absolument pas d'informations à l'heure actuelle. J'ai entendu dire qu'une convention avait été passée avec le centre hospitalier. Dans quel délai on verra effectivement le cyclotron installé, je n'en sais rien. Tout membre du conseil de surveillance du centre hospitalier que je suis, j'en ai parlé avec le nouveau directeur qui vient d'arriver. Je pense que j'aurai peut-être des informations, mais en tout cas, au moment où vous m'interrogez, je ne sais pas très exactement où on en est dans la programmation de sa mise en œuvre, mais en tout cas, la collectivité, l'Assemblée, je dirais, a voté l'année dernière une somme de près de 12 millions d'euros pour l'acquisition d'un cyclotron. Ça, c'est un fait. Où en est les fonds européens en Martinique, où on confond souvent projet et dépenses? Alors effectivement, souvent dans les plénières, on nous présente des rapports et il y a un débat entre programmation et consommation. Évidemment, la programmation, c'est important, elle a beaucoup progressé. Quand nous sommes arrivés au début 2016, elle n'était que de 2% sur le programme, le dernier programme européen. Et là, on a dépassé déjà les 30-40%, mais en programmation
Maintenant, en consommation, je ne peux pas vous donner les chiffres, je ne les ai pas. On a certainement beaucoup progressé, mais je suis de ceux qui pensent que nous n'allons pas assez vite et qu'on pourrait aller plus vite si les méthodes, les procédures étaient conçues pour aller plus vite. Quelle lecture avez-vous du développement économique d'Alfred Marie-Jeanne pour la Martinique? Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il applique le programme que nous avions élaboré ensemble, sauf qu'il y avait un élément important qui était le choc d'investissement qu'on avait prévu dans notre programme, qu'on a présenté au Martiniquais, un choc d'investissement qui devait se situer entre 255 et 420 millions d'euros. Alors ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de notre faute, puisque nous avons trouvé une collectivité au départ avec les dettes, un certain déficit sur lequel il y a eu beaucoup de polémiques. Bon, je ne vais pas donner de chiffres, mais il y avait un déficit. Il y avait surtout beaucoup de dettes. On a trouvé beaucoup de factures impayées. Et il y avait beaucoup d'engagements, près de 3 milliards d'engagements, c'est-à-dire de chèques, si vous voulez, un peu en blanc, sur le long terme. Donc des difficultés. Puis un encours de dette aussi de près de 600 millions d'euros. Donc des difficultés. On ne peut pas cacher ça. Ce n'est pas polémiquer que de dire que nous avons trouvé une situation laissée par les deux collectivités précédentes, une situation qui a pesé beaucoup en termes de handicap pour que nous puissions appliquer notre programme. Donc l'emprunt important qu'on devait faire, l'emprunt obligataire, il n'a pas été possible de le faire. Donc cet élément-là, mis de côté, pour les raisons que j'ai indiquées, plus le fait que l'État se désengage, ça fait que la CTM, évidemment, est limitée dans ses possibilités de contribuer, parce qu'elle ne peut que contribuer aux côtés de l'État, au développement économique. Cela étant, moi je pense qu'avec les moyens que nous avons, nous pourrions faire mieux et plus vite. Je pense que, premièrement, il y a une trop grande timidité face à l'emprunt. Je pense qu'on pourrait emprunter davantage, parce que lorsqu'on emprunte pour investir, c'est un élément fondamental du développement. Moi, lorsque j'étais président du Conseil général, je n'ai pas hésité à aller aux limites. J'ai eu beaucoup de critiques de mes opposants, mais je suis allé aux limites. Ça a permis, en 19 ans de présidence, de faire 2 milliards d'équipements pour la Martinique. Moi, je pense qu'on est trop timide là-dessus, qu'on est trop prudent. C'est une critique que je fais, mais il y a un débat là-dessus. Et puis, les procédures, je reprends la même idée de tout à l'heure, les procédures sont telles, l'hypercentralisation des décisions entraîne une lenteur à l'action. Donc bien sûr, il y a tout un tas de programmes qui sont votés, il y a des aides aux entreprises, régulièrement vous voyez dans les plénières le vote d'aide pour les différents secteurs économiques. Tout cela est très bien, mais je pense encore une fois que malheureusement les dossiers mettent trop de temps à être pris en compte, à être examinés, et leur traitement aussi met beaucoup de temps, y compris les aides. Une fois qu'un dossier a été retenu, que des délibérations ont été prises, l'arrivée des aides est trop longue, et tout cela évidemment donne le sentiment que nous n'allons pas au rythme où l'on voudrait nous voir aller. Autrement dit, nous allons trop lentement. Je ne suis pas de ceux qui disent que nous sommes à l'arrêt, ce serait faux de dire ça, mais nous pourrions aller beaucoup plus vite, bien entendu, je le répète, dans le cadre de nos compétences et dans le cadre du volume de moyens que nous avons. Il reste, ça doit être bien dit, que le responsable, en tout premier lieu, des politiques de développement économique, c'est l'État. Qu'aimeriez-vous changer à la collectivité de Martinique? Vous l'avez compris, c'est les procédures. Moi, je critique l'hypercentralisation. Nous sommes dans un système où pratiquement c'est le conseil exécutif de 9 personnes et surtout le président du conseil exécutif
qui décide pratiquement de tout. L'Assemblée, pour aller vite, l'Assemblée que je préside, on a l'impression que c'est une sorte de conseil consultatif. Vous savez que nous avons même moins de moyens que le conseil consultatif, le conseil économique de l'environnement, etc., qui a été mis en place, qui remplace les deux conseils consultatifs précédents, parce que la loi a prévu formellement les moyens à donner en budget, en personnel à ce conseil consultatif, et la loi de juillet 2011 qui a institué la CTM n'a rien dit concernant les moyens à donner. L'esprit de cette loi, c'est que nous devons avoir des moyens au niveau de l'Assemblée, puisqu'il y a séparation des pouvoirs. Pas moi qui ai voulu ça, c'est certains élus, à l'époque des débats au Parlement, qui ont voulu, tout en restant dans le 73, qui ont voulu une gouvernance, comme je le dis souvent, une gouvernance qui est plus une gouvernance que l'on comprend dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, comme la Polynésie, par exemple, où il y a un petit gouvernement et puis une assemblée. Nous n'avions pas besoin de ce système de séparation de l'exécutif de l'Assemblée. Ça peut pas être très démocratique, mais pour que ça marche, il faut de super démocrates. Et il faut que l'exécutif, même quand la loi n'a pas dit formellement les moyens à donner, comprenne qu'il doit donner des moyens, sinon ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas avoir une séparation de pouvoir sans répartition des moyens. Donc si vous voulez, moi je pense que la loi est à repenser entièrement, soit il faut carrément aller vers le système qu'on a en Guyane, c'est-à-dire département plus région qui forment une collectivité avec une commission permanente où est représentée l'opposition, c'est important, et puis un seul président. Soit on garde la séparation des pouvoirs entre exécutif et délibératif, mais à ce moment-là, il faut que, puisque nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté de tel ou tel qui sera demain à la tête du conseil exécutif, il faut que la loi précise le minimum de moyens en personnel, en budget, en matériel, en locaux, etc., à mettre à disposition de l'Assemblée. Sinon, nous serons toujours dans un système qui sera plein de dysfonctionnements. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes à la limite d'un système démocratique. Je pense qu'on est franchement dans un système qui ne l'est plus du tout démocratique, et ça a des conséquences sur l'efficacité même de la politique que nous menons. Lorsque c'est un seul qui décide de tout, lorsqu'il n'y a pas l'enrichissement de la concertation, lorsque chacun ne peut pas apporter sa propre créativité, vous savez, on ne va pas vers des choses très originales, et on ne peut pas être très efficace. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et ce n'est pas ce qu'on avait annoncé aux Martiniquais pendant la campagne. Toute la campagne avait été menée sur l'idée qu'il y avait notamment deux personnalités, l'une qui connaissait très bien la région, c'est le président Marie-Jeanne qui en avait été président pendant 12 ans, et l'autre qui connaissait bien le département, il s'agissait de moi-même, qui avait été président du département pendant près de 20 ans. Donc, nous étions censés apporter chacun notre expérience. Et l'accord que nous avions signé, Alfred Marie-Jeanne et moi-même, le 27 janvier 2015, et qu'il semble avoir totalement oublié, ou qu'il a traité comme un chiffon de papier, mais cet accord prévoyait que nous menions la campagne ensemble et que nous mettions ensemble, c'était dit formellement, le programme, notre programme en œuvre en cas de victoire. Et il était dit, et c'est moi-même qui avais insisté pour que ça figure sur ce texte que j'ai là, il était dit que nous devions rétablir la démocratie au sein de cette collectivité, puisque nous critiquions des manquements à la démocratie de l'ancienne région. Et par conséquent, je considère que cet accord du 27 janvier 2015, qui est l'accord fondamental qui nous a permis d'arriver au deuxième tour, a été pratiquement traité comme un chiffon de papier. Et je précise que l'on parle beaucoup de
l'accord de gestion de deuxième tour, qui nous a certainement permis de gagner au deuxième tour, l'accord de gestion passé entre Yann Monplaisir et son groupe de 6 élus et ce qui était déjà un rassemblement, hein, qu'on appelait Grand Assemblée, eh bien cet accord de gestion n'a pas remis en cause l'accord politique fondamental qu'il y avait entre le RDM et le MIM et les quelques partis dits patriotes qu'il y avait autour du MIM. Hein. Cet accord fondamental n'a pas été remis en cause par cet accord de gestion, mais il a été oublié ou jeté aux oubliettes ou déchiré, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas appliqué. Le député Jean-Philippe Nilor a accordé pas mal d'interviews ces derniers temps. Quelque chose a-t-elle plus particulièrement retenu votre attention? Je crois que comme tout le monde, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il a annoncé qu'il allait créer un parti. Ce sera un parti de plus. Hein, nous en avons déjà beaucoup. Mais bon, j'attends de voir. Il a dit que ce serait au début d'année. Quels seront les fondamentaux de ce parti? Quelles alliances il va proposer? Et puis aussi au niveau de l'Assemblée de Martinique, est-ce que ça va aller de pair avec la création d'un groupe particulier? Hein, parce que manifestement aujourd'hui, on sent bien qu'il devient difficile de considérer qu'il y a un seul bloc Grand Assemblée pour pas payer en chance. Il y a manifestement des groupes qui entendent affirmer leur identité. En tout cas, le RDM, je peux vous dire, va de plus en plus affirmer son identité, ses valeurs, notamment en ce qui concerne la démocratie, va défendre ses positions, tout en étant dans la majorité. Nous allons refuser de continuer à avaler des couleuvres et à nous laisser imposer une espèce de discipline de pensée unique. Ce n'est pas possible. Nous sommes allés aux limites de ce que nous pouvions accepter. Alors, je ne sais pas si Jean-Philippe Nilor, de son côté, va tenir le même type de raisonnement, mais je répète que le RDM n'hésitera pas désormais à dire ses positions. Nous serons loyaux, nous l'avons toujours été, on ne l'a pas toujours été avec nous. Hein. Je viens de dire qu'on n'a même pas respecté l'accord passé avec nous, mais la loyauté n'implique pas allégeance. Et je dirais, reprenant une formule d'une de nos militantes, un contrat politique n'est pas un contrat d'allégeance. Avez-vous quelque chose à rajouter? Eh bien, mon vœu le plus cher, c'est qu'il y ait un sursaut des élus martiniquais, des élus de l'Assemblée, pour qu'ils imposent un autre mode de fonctionnement, parce qu'il ne faut pas compter sur l'État, et le président de la République nous l'a dit très clairement, pour faire quoi que ce soit, pour nous aider par ne serait-ce que des textes réglementaires, d'améliorer le fonctionnement. Il nous laisse nous débrouiller, il nous dit faites comme les Corses, ils se débrouillent entre eux avec un système à peu près identique. Alors pour cela, il faut que les élus de l'Assemblée fassent comme les élus de l'Assemblée de Corse, qui font en sorte d'avoir les moyens. Ça, c'est donc à eux de faire preuve de responsabilité. Et puis au-delà, c'est à la population à faire pression sur ces élus. On sent bien qu'il y a un malaise, on sent bien qu'il y a un mécontentement, on sent bien qu'il y a beaucoup de déception. Et ce que je voudrais, c'est que le sursaut au niveau de la population, au niveau des élus, nous permette, dans les 2 ans qui nous restent de mandature, de remettre un petit peu le navire à flot et essayer de faire en sorte de pouvoir l'amener à bon port, en apportant tout ce que nous pouvons apporter avec les moyens que nous avons pour répondre aux besoins de la population.